Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Radioscopie Africtiviste. Ce podcast est votre espace d'analyse et de décryptage des dynamiques politiques, démocratiques et sécuritaires en Afrique. Nous donnons la parole à celles et ceux qui réfléchissent et agissent sur toutes ces problématiques, tout en mettant en lumière les voix des citoyens engagés, des activistes, des acteurs de la société civile ainsi que des acteurs politiques. Plus d'une dizaine de pays africains vont organiser des scrutins cette année, dans un contexte marqué par de fortes tensions politiques, économiques et sécuritaires. Ces compétitions électorales ne se résument pas à une simple confrontation entre candidats, mais s'inscrivent dans des dynamiques bien plus profondes où les enjeux de gouvernance et de stabilité et de légitimité institutionnelle sont au cœur des préoccupations. Face à ces défis, la question de l'intégrité des processus électoraux, le rôle des citoyens dans la préservation d'élections libres et transparentes sont plus que jamais d'actualité. Et pour aborder ce sujet d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur David Ekoué Dossé. Bonjour professeur. Bonjour Monsieur Cissé, et je voudrais à travers vous dire merci à Africtiviste pour avoir initié ce magnifique canal d'information et de communication. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Professeur Dossé est un acteur de la société civile au Togo et en Afrique de l'Ouest de manière générale. Il est le coordinateur de la coalition Tournons la page au Togo. Il est aussi membre d'un consortium qui s'appelle Terme Limite, qui lutte contre les troisièmes mandats, et Africtiviste fait partie de ce consortium avec d'autres organisations. De prime abord, je voudrais savoir, professeur, votre analyse préliminaire sur l'état de la démocratie, les processus électoraux qui se pointent et aussi les crises sécuritaires qui subsistent actuellement en Afrique. Je crois que de prime abord, ce qu'on peut retenir, c'est que même si nous avons des pays qui plus ou moins tirent leur épingle du jeu en essayant de mettre sur pied de vrais processus démocratiques, je vais citer le Sénégal, je vais citer le Ghana, je vais citer le Cap-Vert pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Il faut reconnaître qu'en majorité, beaucoup de pays, malheureusement, souffrent encore d'un déficit démocratique et présentent des formes de gouvernance qui sont de véritables challenges pour nous, organisations de la société civile, qui militons pour l'implémentation de véritables états de droit. Nous luttons pour la démocratie, nous luttons pour l'alternance démocratique et la dévolution démocratique du pouvoir. Nous luttons pour une bonne gouvernance et la fin des systèmes de prévarication, je veux parler de la corruption, etc., etc. Malheureusement, ce sont encore des fléaux que nous vivons dans nos pays. Et donc, si vous me posez la question par rapport à l'état de la démocratie, je dois dire que pour ce qui concerne la démocratie, elle est en difficulté. Et le corollaire de la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Pour ce qui concerne la gouvernance, elle est aussi en énorme difficulté dans notre région. Vous avez donné une litanie de défis, de challenges qu'on devra relever en tant qu'acteur de la société civile, mais aussi en tant que citoyen engagé. Maintenant, je voudrais savoir dans quelle mesure tous ces écueils-là, tous ces challenges que vous avez relevés peuvent renforcer ou fragiliser la démocratie dans ces pays. Est-ce que ces écueils ou ces challenges peuvent être des opportunités dans le cadre des élections qui se profilent à l'horizon? Alors, dans vos propos liminaires, vous avez dit quelque chose qui est très juste, c'est qu'à travers un scrutin électoral, il y a plusieurs enjeux. C'est d'abord un enjeu économique, puisque derrière le pouvoir politique, vous avez toute cette possibilité pour les tenants du régime de mettre en place des systèmes qui favorisent ceux qui sont autour du pouvoir. Il y a donc cet enjeu économique formidable qui fait que malheureusement encore, beaucoup d'élections sont viciées, les processus sont truqués pour permettre à certains partis politiques qui en ont la possibilité de continuer à confisquer le pouvoir. Donc tous ces enjeux
qui peuvent avoir des répercussions sur même le développement des pays, font que les citoyens engagés, font que les organisations de la société civile doivent s'impliquer fortement pour amener les pays à mettre en place des processus électoraux suffisamment transparents, suffisamment fiables, pour que derrière, ce soit les personnes choisies par les citoyens qui soient à la tête des pays, que ces personnes mettent en place une vraie politique de bonne gouvernance avec une redevabilité pour chaque acte posé. Il faut être en mesure derrière de pouvoir dire aux citoyens ce qu'on a fait, comment on l'a fait, avec quels moyens et pour quels résultats. Et à la fin du mandat, il faut donc que les processus de dévolution du pouvoir soient suffisamment transparents pour que si on estime que l'équipe dirigeante a bien fait son travail, que le peuple puisse lui permettre de conduire les destinées de la nation encore une fois pour un second mandat. Et compte tenu de nos réalités, nous pensons que pour le moment, en ce qui concerne l'Afrique, il faut vraiment continuer de se battre pour la limitation des mandats. Une fois que nous aurons pris le pli de l'alternance démocratique, une fois que nous aurons compris que un pouvoir, ce n'est pas un patrimoine. Un pouvoir, ça se transmet de façon démocratique à travers des élections. Donc une fois que nous aurons compris cela, si nous estimons demain qu'un dirigeant peut faire 3 ou 4 mandats parce qu'il a bien travaillé pour le pays, je pense qu'on pourra le lui concéder. Mais pour l'heure, nous demeurons convaincus que l'Afrique a encore besoin d'une limitation des mandats et nous militons pour que la limitation se fasse après 2 mandats. Et selon les pays aujourd'hui, il faut absolument que cette limitation concerne les vrais tenants du pouvoir. Prenons le cas de la CEDEAO. L'organe suprême de la CEDEAO s'appelle la Conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est parce qu'on a compris que selon les pays, le vrai pouvoir exécutif est entre les mains soit du chef de l'État, soit du chef de gouvernement. Et donc, si on décide de limiter les mandats, conformément à ce qu'on a dit au niveau de l'organe suprême de la CEDEAO, il faut limiter le mandat du chef de l'État quand c'est lui qui détient le pouvoir exécutif, ou limiter le mandat du chef du gouvernement quand c'est lui qui détient le pouvoir exécutif. Oui. Restons toujours sur ce plan de la conservation du pouvoir. Nous savons tous que le dénominateur commun de beaucoup de présidents qui feront face à des élections comme en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, c'est la conservation du pouvoir. Je voudrais savoir comment la restriction de l'espace civique dans ces pays-là ou dans certains de ces pays et des pressions sur la société civile affecteront-elles la transparence électorale? Effectivement, vous avez cité des pays qui vont en 2025, dans lesquels on va voir encore des candidats concourir pour le poste présidentiel. J'ai eu l'impression que vous avez failli citer le Togo, mais vous vous êtes retenu parce que vous avez compris qu'au Togo, les citoyens n'ont plus cette possibilité. Je préfère garder la question du Togo à la fin, quoi. D'accord. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, vous avez bien fait parce que nous avons tous compris que alors qu'on se préparait à une élection présidentielle en 2025 pour marquer la fin du 4e mandat du président actuel, le renversement du régime constitutionnel opéré l'année dernière fait qu'il n'y aura plus d'élection présidentielle au Togo. Mais comme vous l'avez dit, c'est un autre débat et nous reviendrons peut-être là-dessus. Mais effectivement, oui, vous avez cité des pays dans lesquels les systèmes à la tête des États, je reprends une boutade qui dit généralement qu'en Afrique, on n'organise pas une élection pour la perdre. Je pense que cela résume beaucoup de choses. Ça veut dire que les systèmes qui sont à la tête des États n'hésitent pas à mettre en place des mécanismes pour se pérenniser, des mécanismes pour conserver le pouvoir. Et ça passe par beaucoup de choses. Vous avez évoqué la restriction de l'espace civique qui est une réalité. Je vais évoquer l'instrumentalisation de la justice parce que le processus électoral fait intervenir justement le secteur de la justice. Selon les pays, c'est la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel qui à la fin valide ou invalide les résultats. Donc il faut tout faire pour pouvoir avoir une certaine mainmise sur cet organe. Donc l'indépendance de la justice n'est pas une réalité malheureusement. Les fichiers électoraux qui posent problème,
on s'assure que certains candidats qui généralement sont d'une partie du territoire favorable à l'opposition ne puissent pas être inscrits sur les fichiers électoraux. Les organisations de la société civile qui veulent participer à l'observation et qui pourraient dénoncer des faits malveillants, on ne leur donne pas l'accréditation. Juste par rapport à ça, quel est le rôle des organisations de la société civile, autant pour moi, pour contribuer à garantir des élections transparentes cette année? Les organisations de la société civile se définissent comme des instruments de contre-pouvoir. Cela ne veut pas dire que ce sont des organisations qui sont anti-pouvoir, non. Mais il faut tout faire pour éviter cette hégémonie trop puissante du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mécanismes pour rééquilibrer les choses. Lorsque vous allez à des élections, je pense que la société civile a beaucoup de travail à faire. Elle a un rôle important en termes d'information des populations, en termes d'explication de ce qui va être fait, en termes d'observation et de veille pour que les processus soient transparents et qu'ils ne mettent pas en danger la vie des citoyens. Donc il faut apaiser les esprits, expliquer que des élections, c'est juste des adversaires politiques avec des idéologies différentes qui vont concourir. Ce n'est pas une question d'ennemis. Je ne dois pas prendre une machette pour aller tuer quelqu'un parce qu'il a une opinion idéologique différente de la mienne. Donc nous pensons que les organisations de la société civile, au-delà de ce que je viens de dire, je n'ai donné que quelques exemples, ces organisations ont un travail phénoménal pour que la période d'avant les élections, la période pendant les élections et la période après les élections soit apaisée et soit transparente et qu'à la fin du processus, les résultats reflètent la vérité des urnes. Donc, si le processus semble vicié, comme c'est malheureusement le cas dans beaucoup de pays, la société civile a le devoir de le dire. Et la société civile doit faire des propositions. Exprimer par exemple la nécessité que la proclamation des résultats se fasse bureau de vote par bureau de vote, parce qu'on a vu que ça permet une meilleure implication des citoyens qui peuvent ainsi surveiller le vote et apporter beaucoup plus de transparence dans le processus. Voilà quelques exemples que je pourrais donner. Comme on l'a souvent constaté, bon, la société civile est inclue, mais les recommandations qu'elle donne aux dirigeants ne sont pas la plupart des cas respectés par les États en tant que tels. Maintenant, revenons sur l'implication des institutions régionales et même internationales. Par exemple, une institution comme la CEDEAO, avec son protocole additionnel, qui, disons, est moyennement respecté par les États. Disons que la CEDEAO, c'est peut-être l'institution régionale africaine la plus aboutie par rapport à ce domaine. Quel est le rôle principal, quelle est la mission principale que la CEDEAO doit jouer cette année-là par rapport à des élections qui se déroulent dans son espace, comme par exemple en Côte d'Ivoire où on parle d'un éventuel troisième mandat du président en place. Voire même un quatrième mandat. Voire un quatrième mandat, autant pour moi, c'est ça. Tout à fait. Oui, je crois que vous l'avez rappelé, la CEDEAO dispose d'instruments qui sont phénoménaux. Vous avez évoqué le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie de la CEDEAO. Je crois que c'est un document vraiment abouti. Abouti en ce sens qu'il érige clairement des principes de bonne gouvernance, des principes de convergence démocratique. Et si ce document avait été appliqué par l'ensemble des 15 États membres, je pense que nous ne serions pas là encore en train de discuter de l'érosion démocratique, de discuter du déficit d'état de droit, etc., etc. Donc les instruments juridiques existent. Malheureusement, la CEDEAO n'arrive pas à trouver l'intelligence suffisante pour mettre en œuvre les dispositions qui sont contenues dans ces différents instruments. Lorsque vous parlez d'élections transparentes, oui, lisez le protocole justement sur la démocratie. Dans son article 1, il y a suffisamment d'éléments pour que les États comprennent la nécessité de mettre en place des processus électoraux qui soient suffisamment transparents. Mais les faits démontrent clairement que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et donc, la question de savoir qu'est-ce que la CEDEAO doit faire. La CEDEAO doit trouver, en tout cas, les voies et moyens pour arriver à
renforcer ces missions d'observation électorale qui malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ces missions attendent généralement que les élections commencent pour arriver. On va juste visiter quelques bureaux de vote, quelques centres de vote et à la fin on essaie d'observation préélectorale. Et nous connaissons la phrase habituelle de ces missions, même s'il y a eu je ne sais plus comment ils disent, même s'il y a eu des abus, voilà. Restriction de l'espace civique, ce n'est jamais mentionné. Tout à fait. Et on dit qu'à la fin, finalement, les résultats sont reconnus par l'institution. Et nous avions à une époque demandé à la CEDEAO s'il n'était pas possible de faire des missions beaucoup plus longues, qui déjà, dès la période préélectorale, ces missions doivent être présentes. Des missions au long cours. Pour faire un travail exhaustif sur l'ensemble du processus. Comment est-ce que se fait l'inscription des électeurs? Comment est-ce que le fichier est traité? Faire un vrai travail d'audit sur l'ensemble du processus depuis donc cette phase préélectorale jusqu'à la proclamation des résultats en voyant les processus par lesquels les bulletins sont transmis, traités et les résultats finaux donnés. Donc il faut faire plus que ce qu'elle fait actuellement, je parle de la CEDEAO, si elle veut vraiment imprimer une note satisfaisante aux processus électoraux qui ont cours dans notre région. Et quid de l'Union africaine aussi, qui vient d'élire un nouveau président de sa commission, la commission qui est l'institution, je dirais, exécutive de l'organisation africaine. Comme la CEDEAO, l'Union africaine aussi fait dérouler des missions d'observation dans les différents pays qui organisent des élections, mais ces recommandations ne sont pas souvent respectées dans le cadre des élections. Donc, quelles recommandations, en tant qu'acteur de la société civile, donneriez-vous à une organisation comme l'UA? Alors, l'UA comme la CEDEAO, en fait, je pense que les difficultés que nous avons au niveau régional, ces mêmes difficultés se répercutent au niveau continental. Et nous avons parlé des processus électoraux en Afrique de l'Ouest. Les mêmes difficultés se retrouvent au niveau du continent avec l'Union africaine qui n'arrive malheureusement pas à mettre en place une vraie structure en mesure d'encadrer, d'accompagner les processus électoraux pour qu'à la fin, nous puissions avoir un satisfecit. Mais au-delà des processus électoraux, je pense que toutes ces organisations aujourd'hui témoignent d'un certain manque de leadership. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez l'exemple de l'Union africaine, puisqu'on est en train d'en parler. Prenez l'époque où il y avait quelqu'un comme le président Alpha Oumar Konaré à la tête de la commission. C'était un ancien chef d'État qui avait donc connu le même niveau de qualification que ses pairs, et donc il avait vraiment voix au chapitre. Il avait cette possibilité de dire clairement ce qu'il pensait, il avait cette possibilité de dénoncer des situations qui étaient antidémocratiques. Nous souvenons de sa prise de position sur le Togo, et à l'époque, finalement, il y avait même eu une vraie crise entre le président de la commission, Alpha Oumar Konaré, et le président en exercice à l'époque, M. Obasanjo. Et nous savons que ça fait qu'après Alpha Oumar Konaré, à la tête de la commission de l'UA, on n'a plus jamais nommé un ancien président. Parce qu'on a compris qu'un leadership aussi affirmé peut permettre justement de dénoncer des situations et ces situations que l'on dénonce vont peut-être en l'encontre des intérêts de certains chefs d'État, de certains États. Voilà. Et vous m'avez posé la question de savoir si jamais j'ai un conseil à donner, c'est de faire en sorte de redorer le blason de toutes ces institutions, de mettre en avant les intérêts des peuples, de mettre en place des personnalités avec un leadership éclairé et des personnalités qui ont démontré durant leur passage à la tête des institutions de leur pays leur volonté de construire une vraie démocratie, parce que quoi qu'il en soit, le continent a besoin de démocratie. Même si nous pensons que la démocratie n'est pas une perfection, nous sommes convaincus, et 80% des Africains pensent également la même chose, nous sommes convaincus que la démocratie reste le meilleur moyen pour permettre à l'Afrique de se développer avec l'épanouissement des peuples. Vous savez, les Africains sont épris de liberté. Les Africains ont combattu l'esclavage, les Africains ont combattu la colonisation, et
dans la vie de tous les jours. Il faut voir comment vivent les Africains. Ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment vivre. Et pour vivre, il faut être libre. Nous n'aimons pas lorsque on veut nous imposer un système qui nous enferme dans un carcan. Ok. Merci beaucoup. Et c'est très important ce que vous venez de dire, parce que tout ça est résumé par la participation citoyenne, parce qu'une démocratie sans participation citoyenne n'est pas une réelle démocratie. D'où la nécessité d'avoir ce genre de cadre pour discuter, échanger, afin d'avoir des solutions pérennes pour nos pays et aussi pour nos différentes institutions. Nous sommes presque au bout de notre entretien, mais avant de conclure, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, nous allons évoquer le cas du Togo. Le Togo actuellement fait face à une restriction de son espace civique. Après une restriction, je dirais même institutionnelle, l'année dernière, une loi a été votée pour faire passer le régime de présidentiel à parlementaire. Quel est quel état des lieux feriez-vous pour nous par rapport à la situation politique et aussi démocratique au niveau du Togo, qui, je rappelle, récemment a emprisonné un poète, un acteur de la société civile, pour un poème qu'il a écrit et qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux. Vous parlez de M. Sokbor Sissopé, oui, c'est ça. qui a écrit un poème intitulé « Fais ta part ». Et je crois que cela est suffisamment emblématique de la situation de la société civile, de la restriction de l'espace civique telle que nous la vivons dans notre pays. Vous avez évoqué également la question de la restriction constitutionnelle à travers ce que nous avons vécu effectivement en 2024, c'est-à-dire l'adoption d'une nouvelle constitution de façon totalement illégale, puisque violant des dispositions de la constitution de la 4e République. Cette nouvelle constitution a été adoptée donc de façon illégale, en dehors de toute consultation du peuple. Le peuple n'a pas été informé, le peuple n'a pas vu le texte, et au sein du Parlement, certains députés se sont retrouvés, se sont enfermés pour adopter un document qui a été promulgué par le chef de l'État. Au-delà de ça, ce que nous disons, c'est que là, nous venons d'assister en direct à ce que nous dénonçons toujours. Il s'agit d'un coup d'État civil. Certains vous diront coup d'État constitutionnel. La CEDEAO et d'autres institutions ont du mal à réagir par rapport à ce genre de situation. La CEDEAO est prompte à réagir lorsqu'il s'agit d'un putsch, un coup d'État militaire, mais pour ces coups d'État civils qui sont aussi délétères et peut-être même plus graves encore que les coups d'État militaires, la CEDEAO n'arrive pas à bouger. Et donc ça fait qu'aujourd'hui au Togo, nous avons une vraie patrimonialisation du pouvoir. On a l'impression que c'est une monarchisation du pouvoir, puisque avec ce qui s'est fait, si rien ne change, cela permet au président actuel, après 20 ans au pouvoir, après 4 mandats, d'entrer dans un nouveau processus où cette fois-ci, il n'a plus à se soumettre au verdict des urnes, puisque je l'ai dit au début, il n'y a plus d'élection présidentielle au Togo. Il n'y a plus de limitation de mandat pour celui qui détiendra le pouvoir exécutif avec la nouvelle constitution. C'est-à-dire que le président actuel, il devient le président du Conseil des ministres, il détient la presque totalité ou la totalité du pouvoir exécutif, il n'est plus soumis au vote, au suffrage direct des électeurs. Il y a des élections législatives qui vont être organisées. Nous savons dans quelles conditions ces élections législatives sont organisées au Togo. Et c'est le chef du parti majoritaire, donc lui, qui restera au pouvoir. Et il n'y a pas de limitation justement pour ce poste de président du Conseil des ministres. Donc on peut imaginer que si les choses ne changent pas, il peut rester au pouvoir tant qu'il veut. C'est une présidence à vie, c'est une monarchisation et c'est donc actuellement la situation de la démocratie togolaise. Et j'espère que nous trouverons les forces nécessaires, les ressources nécessaires pour arrêter cette forfaiture. Et nous comptons beaucoup sur les organisations sœurs, les organisations citoyennes sœurs, africaines, ouest-africaines ou même internationales, pour continuer de dénoncer cette situation totalement inacceptable et arriver à ce qu'à un moment donné, le régime du Togo soit obligé de faire marche arrière et que l'alternance démocratique devienne une réalité dans mon pays. Merci beaucoup, professeur Dossé. Merci, Africtiviste. Nous restons en solidarité avec le peuple togolais, avec les organisations de la
société civile et nous le témoignons à travers les plaidoyers que nous faisons pour venir en soutien à tous les acteurs qui se battent pour la démocratie. Merci. Nous arrivons à la fin de cet échange passionnant. Merci à notre invité pour ce décryptage. Ce débat nous rappelle à quel point les processus électoraux sont à la fois des moments d'espoir et des épreuves pour nos démocraties. Mais une chose est sûre, la participation citoyenne et l'observation citoyenne aussi joueront un rôle déterminant dans les résultats de ces différents scrutins. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre Africtivist sur tous les réseaux. Utilisez Radioscopie Africtivist pour nous partager vos avis et dites-nous si ce format aussi vous plaît. Nous attendons aussi vos suggestions afin d'améliorer nos contenus. Cette émission est la vôtre. Nous vous donnons rendez-vous pour votre prochain épisode. Merci beaucoup.